voir le monde dans un grain de sable, ou encore tenir l'infini dans le creux de sa main, deux vers d'un poète anglais, William Blake, écrit il y a 2 siècles, qui nous dit un petit peu, qui est un résumé de ce qu'on pourrait dire sur les grains. Le grain unique contient le monde, c'est que finalement, il y a énormément d'espèces de grains. Tout le monde minéral nous présente des grains. Ça peut être des cailloux, ça peut être des grains de sable de 100 microns, ça peut être des poussières, ça peut être des graines, celles qui transportent la vie dans le monde végétal. Et ça, c'est vraiment cette immense diversité de formes, de nature, de couleurs, de tout ce que vous voulez. Et puis, l'infini dans le creux de la main, c'est évidemment cette omniprésence des grains. Ces grains qui couvrent 80% de la surface de la Terre, qui couvrent évidemment nos planètes voisines, qu'on va retrouver dans les anneaux de Jupiter. En fait, finalement, cette matière en grains est énorme, est universelle. Elle est effectivement, après l'air, si on veut, après l'eau, l'espèce la plus commune sur Terre. Elle est banale, elle est rigoureusement banale, et elle est inspirante pour faire ce qu'on appelle de la matière en grains, construire avec des grains. Ça peut être construire une maison, ça peut être faire une pâte à tarte, des grains, des graines. Et c'est un peu ça, donc, cette matière en grains dont j'ai envie de vous parler, en commençant par nos chers grains et graines. Alors, que peut-on dire? Eh bien, la première chose, c'est qu'effectivement, les grains, c'est une espèce en danger. Ça n'a pas l'air comme ça, hein, 80% de la Terre. Réalisez qu'effectivement, le moindre matériau, la moindre construction humaine que vous faites, ça se chiffre en tonnes, en dizaines, en centaines de tonnes. Que les grains qui sont transportés, par exemple, du désert pour faire des constructions, représentent par an, une estimation, 14 milliards de tonnes. On sait que les plages sont en train de s'appauvrir, que les lits de rivière qu'on drague aussi s'appauvrissent. Donc nous avons une perte réelle de grains. C'est un danger qui a l'air tout à fait banal, mais qui est tout à fait réel. Et on vous dirait, bon, c'est pas grave. Les grains, pendant très longtemps, on utilisait concasseurs dans des carrières pour faire tomber des grains. Et c'est vrai, on peut toujours faire ça. On peut même remplacer le verre pilé pour le casser, comme c'est de la silice, pour en faire du sable. Néanmoins, ça ne marche pas. Parce que c'est extraordinairement coûteux de casser des grains. Le pauvre cantonnier sur la route de Louviers, il dépensait beaucoup d'énergie pour simplement ouvrir ses grains, mais créer de la chaleur. Là encore, un petit statistique, hein, vous n'avez rien à retenir, mais c'est des gros ordres de grandeur. 30% de l'énergie consommée sur Terre sert à casser de la matière, autant que le transport. On n'en parle pas parce que ce n'est pas noble. On ne fait pas des améliorations comme on améliore une automobile, mais on sait très mal casser les choses. Et effectivement, cette énergie, elle est perdue parce que cette matière va après être recomposée. On ne la récupère pas après coup. Et donc cette histoire est une histoire dangereuse, grave, et il nous faut faire attention dans notre consommation de matière et dans les constructions que nous pouvons faire avec ces grains. Alors, cette science des grains, elle est connue depuis longtemps. Dans le grand siècle classique qui plaisait à Jacqueline de Romilly, il y avait Démocrite. Démocrite va introduire la notion d'atome, ce qu'on ne coupe pas, ces petits grains ultimes qui, assemblés, vont vous aider à construire des solides, des liquides, ça bouge un peu, ou des gaz si c'est totalement dispersé. Donc la notion que cette matière en grains nous aide à comprendre la matière dans laquelle nous vivons, le monde matériel, ça a continué. Ça a été Coulomb qui était un ingénieur, qui était des ponts qui construisaient les problèmes de talus. Ça a été l'abbé Haüy qui, au moment de la Révolution, a créé la cristallographie. Et puis ça a continué. Et je dirais que pratiquement dans tous les domaines de la technologie, de la science et des applications, on a utilisé des grains. Donc il y a eu des sciences des grains. J'ai parlé du génie civil. Construire une route,
je ne vous dirai pas le nombre de tonnes, mais c'est considérable le nombre de matière qui est utilisée. Creuser un tunnel aussi, le nom, la matière qu'il faut casser. Autre domaine, le génie civil, le génie des procédés, excusez-moi, le génie des procédés, qui est une science très développée dans cette région-ci, dans laquelle la matière très divisée, comme le poussier de charbon, va être amenée à brûler plus efficacement. Et donc, il faut réduire en grains en poudre. Tout ce qui considère les sciences de la terre, en particulier la pédologie, la science des sols, dans laquelle les grains cohabitent avec de l'eau, de l'air, avec des racines, du végétal, avec du minéral, bien sûr, avec tous ces petits animaux qui vivent dedans. Donc, cet ensemble de grains qui constitue le sol, puis le sous-sol. Les sciences de l'environnement, tout le monde en parle, et à juste titre. Comprendre un glissement de terrain, comprendre une avalanche, comprendre un éboulis, comprendre la formation d'une dune, ce sont des sujets qui ont intéressé aussi une communauté large. Mais je vous l'ai dit, il s'agissait de sciences des grains au pluriel. Il y a 30 ans, avec un ami très cher, Pierre-Gilles de Gênes, avec qui j'ai pu travailler 50 ans de ma vie, nous sommes demandé si on ne pouvait pas faire, au lieu de des sciences des grains, une science des grains. Et par quoi démarrer? Parce qu'il est le plus simple, un sac de billes. Ce n'est pas de la haute technologie. Comment on met des billes ensemble, comment on fait une pyramide de billes, comment on fait écouler des billes à partir simplement d'un sablier, d'un sac, comment on les fait vibrer en l'air. Donc on a créé en France toute une école sur cette science des grains. Et pour ça, nous sommes appuyés sur le fait que, paradoxalement, on savait beaucoup mieux comment les atomes se déplaçaient dans un solide que de savoir comment les grains se déplaçaient. Donc on utilisait ce qui nous venait de ce qu'on appelle l'atomisme, le tout petit, pour essayer de comprendre plus gros. Et on a construit cette science. À ce moment-là, j'avais écrit un livre qui s'est appelé « Du sac de billes au tas de sable ». C'était vraiment le sac de billes, le modèle. Ce n'est pas celui-là, mais ça ne fait rien, mais il va venir. Et donc, pendant ces 30 ans, nous avons donc développé cette science et elle est devenue internationalement très développée. Vous avez une revue comme Nature très sérieuse, vous trouviez sur la couverture pourquoi est-ce qu'un château de sable, je vais en reparler, tient quand on lui met de l'eau. Pas trop, pas trop peu. Donc, et alors nous nous sommes avisés, je me suis avisé d'écrire ce livre qui est sorti il y a 15 jours chez Odile Jacob, et j'ai associé deux jeunes amis, Jean-Yves Delaine et Farhan Grandjaye, qui eux-mêmes sont en charge cette année du congrès mondial Powders and Grains, poudres et grains, qui se tient à Montpellier au mois de juillet, de façon à voir l'actualité du travail qui a été fait là-dessus. Donc, ce livre-là, je pense, nous décrit un petit peu les différentes situations dans lesquelles existent des grains, dans lesquelles on travaille avec des grains, dans lesquelles ils servent à énormément de domaines de la science. Et je pense qu'effectivement, on fait le point, mais ce point sera déplacé évidemment parce que ce à quoi nous sommes arrivés, c'est une ingénierie des grains. Ce n'est plus uniquement la bille, c'est vraiment des grains qui sont déformes, qui s'attachent d'une certaine façon, qui permettent des constructions différentes. Je ne sais pas si ça arrivera à être utilisé par l'informatique, je n'en douterai pas du tout, qu'à cette petite structure, on puisse aider à faire des structures macroscopiques donc, qui vont avoir des propriétés particulières. C'est ce qu'on appellerait volontiers ces méso-échelles. Pas le microscopique, pas la grande construction, mais ces échelles intermédiaires de matière. Alors, il faut bien sûr que je vous parle de choses un peu concrètes de cette matière. J'aurais pu vous décrire des exemples dans tous les domaines d'application. Vous montrer comment, finalement, en orbite de rentrée, on utilise des céramiques poreuses pour pouvoir empêcher pour permettre le refroidissement. J'aurais pu vous montrer, au contraire, comment des couteaux en céramique, finalement, on utilise à l'opposé des grains extrêmement denses, etc. J'aurais pu prendre tous les autres domaines que vous voulez. Alors, j'ai choisi d'en prendre un seul, le domaine de la construction. Alors, ce domaine de la construction est un domaine qui nous est cher, et vous allez voir qu'il il intervient dans des problèmes d'hier, mais aussi des problèmes de demain. Alors, la première vue vous montre effectivement la fascination que nous pouvons tous avoir pour... où est-il ?
que nous pouvons tous avoir pour ces grains le château de sable. Le château de nos enfances, qu'est-ce que c'est qu'un château de sable? Ça n'est rien d'autre que des grains de sable qui ont été collés entre eux par des petits ponts faits d'eau, qu'on appelle des ponts capillaires. La capillarité, c'est ce qui fait que vos cheveux se collent ensemble quand vous coiffez avec un peigne avec de l'eau. Mais cette capillarité, elle fonctionne bien s'il y a de l'eau, mais s'il n'y en a pas trop. Et alors on s'est posé des questions savantes, comment dans le volume d'un château de sable, ces grains tiennent, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils tiennent plus longtemps, et qu'est-ce qu'on peut rajouter pour ça, donc on va y rajouter de l'argile, etc. Donc ceci nous sert de premier modèle, le premier modèle de notre enfance, mais il illustre assez bien ce que je veux dire. Le deuxième, évidemment, la nature ne nous a pas attendus. Vous avez ici un modèle d'une termitière, comme on le rappelle, qu'on les rencontre en Afrique centrale. Celles-ci, elles peuvent faire quelque chose comme 6-8 mètres de haut, ces termitières. Les termites les ont réalisées en mélangeant leur bave, leur salive et les grains de terre, les grains de sable, et le soleil ayant desséché, fera des véritables soudures. Consolidera ces grains, et elles vont faire des salles, elles vont faire des couloirs, elles vont faire une aération, une ventilation. Ces pays sont humides et chauds, et ceci, c'est un peu un modèle de construction. Je ne sais pas si l'humanité a utilisé ces modèles dans l'Afrique orientale, mais en tout cas, ces constructions ont servi. Ici, cette ville qui est appelée souvent la Manhattan du désert, et Chiban, au Yémen. Chiban, vous avez des immeubles qui font 30 mètres de haut, 8 étages, construits avant, dans la période pré-islamique, donc ça n'est pas d'hier, et qui continuent à exister, qui est au patrimoine mondial de l'humanité, mais ça n'est qu'un des très, très, très nombreux exemples de la cabane jusqu'à des maisons très évoluées, jusqu'à des mosquées, de l'utilisation de cette matière, en particulier en Afrique. Mais est-ce que cette construction font véritablement partie du passé? La réponse est non, elles font partie d'aujourd'hui. Vous avez 2 milliards d'habitants sur Terre qui vivent dans un habitat en grains, en matière. Ici, ce que je vous montre, c'est un lauréat, M. Wuzing Xiao, d'un prix qui s'appelle Terra Award, qui est donné aux meilleurs architectes de construction modèle. Il s'agit d'un village en Chine, détruit en 2008 par un tremblement de terre. Les paysans chinois ont été formés à faire de l'habitat en terre, ont reconstruit localement leur habitat. Et ceci étant, c'est fabuleusement important. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent pas du ciment. Le ciment est un producteur de gaz carbonique fabuleux. Passer du carbone au calcium, oxyde de calcium, vous envoyez du CO2, il n'y a pas le choix. Si vous utilisez des matériaux, une construction dite vernaculaire qui utilise les ressources locales, eh bien vous faites évidemment toute cette économie de transport, cette économie d'utilisation du ciment. Donc je crois qu'il y a véritablement pour l'avenir, de tout à fait modeste, l'utilisation de cette construction en terre est écologiquement extraordinairement importante. Et vous retrouverez dans Terra Award d'autres exemples, effectivement, de construction de toutes sortes qui, effectivement, tiennent. On est passé de nos modèles initiaux du sac de billes à des modèles plus évolués, de façon à éviter qu'effectivement ces structures se dégradent par l'effet de l'humidité, etc. Mon dernier chouchou, et j'ai eu la chance de travailler là-dedans, ce sont les bétons à haute performance. On dit beaucoup de mal des bétons, mais ces bétons ont pu être améliorés. Créés à Rome au temps du Panthéon, au 1er siècle de notre ère, redécouverts en France dans le 19e siècle, des grands projets, grands progrès vont se faire dans le 20e siècle. Et là, depuis quelques années, depuis quelques décennies, on a découvert ces bétons à haute performance. Et travaillant dans ces projets, nous avons pu comprendre comment on pouvait améliorer ces matériaux en rajoutant à des gros grains des petits, jusqu'à des fines, jusqu'à des tout petits grains. On bourre le matériau autant qu'on peut, jusqu'à ce qu'il y ait très peu de vide. Ce faisant, on renforce considérablement le matériau. Si en plus de ça, on y ajoute des fibres, ça devient un béton très porteur. Alors on a gagné quoi? Là encore une fois, on économise plus, on a quelque chose de dur, moins on utilise de ciment, moins on produit de CO2,
Mais en même temps, on produit des structures plus légères. Ça, c'est la résille que vous pouvez voir de l'intérieur du Mucem, de ce musée moderne de Marseille. Et ce que vous devinez derrière, c'est une passerelle qui monte à la forteresse Saint-Jean, de l'autre côté du Vieux-Port. Et cette passerelle a 4 cm d'épaisseur. Quand vous êtes dessus, c'est comme si vous étiez sur un métal élastique. Donc nous avons réalisé de la légèreté, nous avons réalisé de l'élégance dans un matériau qui, évidemment, au départ, n'est pas très appétissant. Voilà un petit peu les exemples que j'ai voulu développer en montrant comment notre recherche pour faire cette ingénierie des grains avait rejoint une tradition extrêmement importante. Alors je voulais pour terminer vous dire que, bien que scientifique, ayant dirigé une école qui occupait de littéraire, sciences humaines et sociales, eh bien nous avons trouvé énormément d'applications dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, de cette matière en grains. Imaginez qu'ici, il y a un petit feu qui se déclenche suffisamment pour effectivement faire que les gens partent par la seule issue de secours. Qu'est-ce qui va se passer? Exactement comme si vous essayez de faire couler dans un entonnoir du riz basmati, du riz, il bloque, il ne passe pas. Les gens ne passent pas, il faut beaucoup plus de temps en cas de panique pour évacuer des mondes que si vous êtes comme ça en sortie normale. Et on a fait des modèles qui sont un modèle granulaire. On s'est intéressé à des problèmes d'encombrement, on s'est intéressé à des problèmes d'embouteillage, on s'est intéressé à des problèmes de parking. Et puis en plus de ça, on s'est intéressé au fait que les grains, finalement, chaque grain individuel, c'est un individu. Quand on les met ensemble, ils socialisent, ils font des groupes. Comment passe-t-on de l'individu au groupe? Comment s'organisent ces échanges? De toute façon. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais dire. Juste un dernier petit mot, parce que j'ai eu la chance de diriger le Palais de la Découverte, c'est que j'ai pu vraiment entraîner des jeunes qui découvraient comme à l'école, l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux, un matériau qui était des fois solide, des fois liquide, des fois gazeux, des fois tout autre chose, des fois pâteux, et que j'ai pu entraîner ces jeunes, leur faire admirer, leur faire aimer, les promener sur le sable. Ah ben, j'espère que vous avez une petite promenade sur le sable avec moi, qui ne vous aura pas trop déplu. Bon après-midi.